Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Vous avez choisi KTO et vous avez bien raison. Merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors, tout le monde l'a lu, du moins je l'espère, les pages de Rabelais sur le frère Jean des Entomeurs dans le fameux Gargantua. Or, dans cette œuvre majeure de la littérature française, eh bien, la critique des moines n'est pas feinte. Rabelais ne se contente pas de critiquer les moines, il les insulte, il les accuse même d'oisiveté, de sottise et d'impiété. Aux règles monastiques des franciscains ou des dominicains, eh bien, il substitue un autre idéal, une abbaye d'un tout nouveau genre, l'abbaye de Thélème, avec un seul et unique commandement, une seule règle, fais ce que tu voudras. Dans la longue histoire de la littérature et plus largement, Rabelais, disons-le d'emblée, n'est pas isolé. Nous pouvons même affirmer que la critique du monde monastique date depuis plusieurs siècles. Alors qui critique les moines? Pour quelles raisons? Quelles sont les grandes périodes de lutte contre les ordres monastiques? Comment cette lutte s'est caractérisée? Quelles en ont été les conséquences? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux historiens. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Lumière, Lyon 2, et vous venez de publier avec Fabienne Henriot ce livre contre les moines, l'anti-monachisme des réformes à la Révolution. Nous sommes donc sur la période moderne, un ouvrage publié aux éditions du CERF. Je ne peux m'empêcher de présenter ce classique, Le Théâtre divin, une histoire de la messe. Il s'agit de l'édition de la première édition, mais il existe aussi une édition de poche disponible chez CNRS Éditions. Fabienne Henriot, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue aussi sur ce plateau. Alors, vous êtes de maître de conférence en histoire à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. C'est une école qui se situe aussi à Lyon. Et donc, vous avez co-dirigé ce travail. Ce travail est avant tout un recueil, une anthologie de textes. Il y a bien d'autres auteurs qui présentent des textes contre les moines à l'époque moderne. Alors étonnamment, Philippe Martin, il existe très peu de livres sur cette question. Comment expliquer l'absence d'études sur un phénomène qui, comme nous allons le voir, est pluriséculaire? La surprise a été pour nous. Quand on a décidé de faire quelque chose sur le contre les moines, on a été surpris justement de voir qu'il y avait aussi peu de choses, en tout cas aussi peu de choses qui essayent de prendre le sujet de manière totale. On a bien des choses sur la Révolution française, sur ce qui se passe dans l'Empire, sur Rabelais, etc. Mais une vision générale, il n'y en avait pas. Une vision générale qui prend aussi en compte les différents aspects de la critique. Il y a une critique interne. Il y a, à l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui disent les moines ne devraient pas se comporter comme ça. Il y a des critiques politiques, il y a des critiques économiques, il y a des critiques philosophiques. Et c'est devant cette pluralité qu'on a donc décidé de réaliser ça en croisant les approches et en croisant les collègues de manière à couvrir un sujet qui, jusque-là, n'était pas fait. Alors, on va provoquer des réactions de la part de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, parce que ça va être une émission contre les moines, mais il y a aussi, bien évidemment, l'institution monastique qui se défend à travers les siècles. Alors effectivement, en même temps que le discours anti-monastique, il y a aussi un discours très militant et qui défend le simple fait de prononcer des vœux, l'institution monastique, la diversité des ordres religieux aussi, qui est tout à fait impressionnante à l'époque moderne, puisqu'on a une floraison monastique qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Quelque part, d'ailleurs, ça montre bien la vitalité du monachisme, et c'est la raison pour laquelle il ne faut vraiment pas prendre ces critiques pour argent comptant.
elles veulent dire quelque chose, ces critiques, mais elles sont aussi le produit de tout un environnement littéraire, un environnement politique. Mais il semble quand même qu'à l'époque moderne, le monachisme se porte quand même plutôt bien. Y compris à la fin. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le XVIIIe siècle est une période de crise du monachisme. La Révolution française tue quelqu'un qui était déjà, enfin une institution qui était déjà moribonde. Absolument pas. Le monachisme s'est imposé dans l'espace culturel, social, philosophique, universitaire du monde entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Donc la critique dit justement cette puissance. Et la critique est plus représentative de ce qu'est la société que de ce que sont les moines. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à voir dans votre ouvrage, même si vous vous intéressez à la période moderne, c'est que je souhaiterais un peu remonter dans le temps, mais dès les origines du monachisme, il existe une critique de cette nouvelle façon de vivre sa foi. Oui, la critique, elle est immédiate. Et la critique, elle va se concentrer sur un certain nombre de choses. Première, est-ce que finalement on peut demander à un individu de s'engager sur le temps très long ? Et c'est la question de l'engagement, et qui est une des critiques qu'on va faire, qu'on va retrouver à la Révolution. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de s'engager à 20 ans alors qu'il aura 70 ans ? Est-ce que c'est la même personne ? La deuxième critique, c'est mais finalement, si tout le monde devient moine, comment le monde va vivre ? Si les femmes deviennent moniales, il n'y aura plus d'enfants. Ce que reprochera d'ailleurs plus tard Mirabeau. Mais exactement, c'est-à-dire que dès le 3e, 4e siècle, on retrouve les critiques qui, 14 siècles plus tard, seront les mêmes. Est-ce que le monachisme n'est pas une menace pour la société ? Et puis, la troisième critique, c'est mais ils sont trop libres, ces gens. C'est-à-dire, ils se mettent en marge de ce que sont les cadres normaux de la société. Ils vont ne pas manger comme les autres, ne pas obéir au pouvoir comme les autres, etc. Et ça, c'est les trois critiques qui, dès le 3e, 4e siècle, apparaissent avec la naissance du monachisme et qu'on retrouvera sans arrêt. Il y a quand même une étrangeté fondamentale dans la vie, dans la réclusion monastique. C'est presque contre nature, finalement. L'idée du silence, l'idée de se mettre en retrait du monde, effectivement de ne pas enfanter, de toutes les formes d'abstinence qui sont exigées des moines, c'est quelque chose qui est quand même perçu comme contre nature, littéralement. Et du même coup, ça peut vraiment heurter la sensibilité dès l'Antiquité des observateurs qui pensent qu'il y a quelque chose de très malsain, finalement, dans cette façon de vivre. Peut-on prétendre dépasser les limites de la nature humaine sans défier le Créateur ? C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Exactement. Est-ce que le modèle du monachisme, est-ce que c'est le modèle de héros extraordinaire ? Et dans ce cas-là, tout le reste de la communauté se retrouve un petit peu en porte-à-faux. Ou est-ce que, et certains le pensent, ce ne sont pas des déséquilibrés ? Est-ce que refuser de dormir, refuser de manger normalement, etc., est-ce que ce n'est pas aller au-delà ? Et ça, vous allez... Alors si on saute, si on arrive par exemple avec François de Sales, et François de Sales, il va le dire, il va dire très clairement aux femmes à qui il écrit, tout le monde n'est pas destiné à rentrer dans les ordres, c'est la question des devoirs d'État. Est-ce que le chrétien est dans un état particulier qui est voulu par le ciel, et donc du coup accomplir son destin et se sanctifier dans le siècle, ou au contraire, est-ce qu'il doit, pour se sanctifier, se retirer du siècle ? Mais si toute la population se retire du siècle, il n'y a plus d'histoire. J'étais étonné de voir qu'on leur reprochait même une forme d'orgueil dans ce retrait du monde, d'une contre-humanité en quelque sorte. Mais ça, c'était cette espèce d'héroïsme. Héroïsme qui ne peut soit qu'être incompris par le reste de la population, soit rendre le reste de la population extrêmement jaloux. Mais je n'arriverai pas à faire ça. Je n'arriverai pas à vivre de telle manière. On est presque contre nature. Justement, mais il faut aussi avoir à l'esprit que c'est ce qu'on sait de ces moines de l'Antiquité ou même au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, on le sait par des textes. Ce sont des textes qui sont littéraires. Il y a une forme de littérarisation du monachisme. On est prisonnier de ça en tant qu'historien, ce sont nos sources. Et que ce soit les vies des saints antiques, médiévaux, modernes, ou les textes antimonastiques, dans les deux cas, c'est de la littérature. Et l'héroïsation qu'on a dans les vies des pères du désert, les ermites, les premiers moines, etc., ou les textes qui les critiquent, dans tous les cas, construisent une espèce d'archétype.
positif ou négatif. Et la difficulté, justement, c'est aussi finalement de sortir de ces caricatures et te dire que finalement, quand un moine est décrit au 5e siècle ou au 13e siècle, avec toutes sortes d'excès, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est peut-être justement une forme de rhétorique qui vient alimenter une sorte d'idéal. Et du coup, il y a quand même l'idée aussi que tous ces gens-là sont des gens qui peuvent s'entraîner. On peut s'entraîner pour arriver à ça. Et le surnom qui va être donné à certains de ces moines, ce sont les athlètes de Dieu. Autrement dit, il y a un discours qui va essayer d'expliquer que tout le monde pourrait y arriver, à condition de suivre des règles. Et du coup, les règles vont s'imposer très vite et là on n'est plus dans le discours littéraire, les règles vont s'imposer très vite comme l'idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut rester dans un cadre qui est un cadre à la fois pour les gens qui rentrent dans les ordres, qui est un cadre de vie correct, mais aussi pour l'extérieur. Il faut appliquer un ordre. Il faut un ordre. L'ordo. Oui, mais les premiers, c'était, comme le disait Fabienne, se retirer au désert, vivre tout seul. Exactement. Des gens qui viennent auprès de vous, hommes, femmes, etc., sans contrôle, etc. Et ça, c'est pas très bon pour les gens qui vivent ça, et c'est pas très bon non plus pour la société. Donc, il y a la critique et il y a immédiatement la règle. Alors, on va sauter quelques siècles et on va passer à l'époque du bas Moyen-Âge, les dernières années du Moyen-Âge. Qui critique les moines ? Ce sont principalement des gens de lettres. Est-ce qu'il existe une critique populaire du monde monastique ? Alors très certainement oui, même si les porte-paroles de cette critique, comme vous l'avez dit, sont des gens de lettres. Pour le Moyen-Âge, l'expression est peut-être pas heureuse, mais ce sont des... Bon, alors, les troubadours, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est plus tout à fait la même chose, mais des poètes, des romanciers, c'est vraiment un motif qui est un motif attendu, c'est un stéréotype en fait. Dans les fabliaux, dans les romans de chevalerie qui se renouvellent justement à la fin du Moyen-Âge, on a toujours le motif du moine débraillé, du moine... Alors c'est surtout la fausseté. Le Moyen-Âge est très sensible à cette idée du faux semblant. D'ailleurs, il l'écrit avec majuscule. Faux semblant est un personnage. Et généralement, ce personnage est identifié à un moine parce qu'il a tout l'extérieur du moine, mais si on y regarde de près, il ne mange pas comme devrait manger un moine, il ne vit pas comme devrait vivre un moine, il ne prie pas ou pas de manière sincère. Donc il joue finalement sur une forme de duplicité et dans l'éthique médiévale, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. L'habit ne fait pas le moine, c'est une expression qui apparaît à l'époque ? Alors je ne sais pas si elle apparaît à la fin du Moyen-Âge, mais en tout cas au XVIe siècle, elle est bien établie, donc très probablement elle est antérieure. Oui. Oui, et vous allez retrouver des personnages qui se fixent à cette fin du Moyen-Âge et qui restent toujours aujourd'hui. Qui n'a pas connu les histoires de Robin des Bois avec Frère Tuck, et Frère Tuck qui est justement cet archétype qui naît au cours du Moyen-Âge et qu'on va retrouver dans la littérature et tout, ça devient des poncifs. Mais à la fois, il y a une critique, mais une critique avec un grand sourire. C'est pas toujours une critique méchante. C'est, comme le dit Fabienne, des faux semblants et des faux semblants qui amènent finalement le public à faire une foule de choses. Présenter un moine qui goinfre, présenter un moine qui rencontre des dames, etc., c'est autant aller vers la transgression, autant essayer de découvrir des choses que la société ne dirait pas autrement, que finalement critiquer fondamentalement le moine. Vous évoquiez les troubadours, ce sont les jongleurs, ce sont des moralistes qui, au fond, posent ce personnage en riant. Le rire a toujours un petit fond de vérité, mais il est, cette vérité est démesurée pour faire rire. En effet, je crois qu'il y a qu'il y ait des fautes humaines, ça, elles sont évidentes. Hein. Mais le Moyen-Âge, il va hésiter entre se dire, mais finalement, si ce modèle de vie s'impose, est-ce qu'on ne va pas faire le parallèle avec des hérésies possibles ? Est-ce que ces gens qui refusent la procréation et tout, est-ce que ça ne rappelle pas non plus les cathares, etc. Est-ce que ces gens ne vont pas pousser en quelque sorte à la fin du monde ? Et donc, du coup, il y a une autre critique qui est la critique justement de trouver quelques cas individuels, et on en trouvera toujours dans la réalité, qui ne respectent pas la règle, et bien évidemment pour faire rire, ça devient des choses tout à fait ahurissantes. Vous citiez Rabelais tout à l'heure, les moines de Rabelais sont des critiques des moines, mais ils sont tellement gros, ils parlent tellement, ils sont tellement bavards, etc.
qui n'en sont plus vraiment réalistes. On peut dire, je pense que la littérature, au Moyen-Âge et encore ensuite, a vraiment une mission de vigilance, finalement. Ce n'est pas une critique qui est anticléricale au sens strict, elle le deviendra ensuite, mais à ce moment-là, clairement, elle ne l'est pas. Par contre, elle est très attentive, justement, à classer, finalement, à catégoriser ce qui est bien, ce qui est mal. Et le moine appartient aux deux, finalement, selon qu'il est dans le faux-semblant, là c'est mal, ou alors qu'il est sincère, qu'il est généreux, et dans ce cas-là, il appartient au bien. Alors, oui, vous vouliez ajouter ? Puis il y a un glissement qui se fait insensiblement. Ce glissement, il va se faire vers le XVe siècle. Il se fait pour deux choses. Il se fait d'abord parce qu'il y a ce qu'on va appeler la dévotion moderna. Alors, je vais vous arrêter, parce qu'avant d'arriver à la dévotion moderna, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur les ordres mendiants qui précèdent. Et vous dites bien que la naissance des ordres mendiants a créé une crise canonique, mais aussi une mutation sociale sans précédent. Est-ce que les ordres mendiants changent la vision que l'on peut avoir du monde monastique ? Parce que on sait tous, il y a eu énormément d'émissions sur KTO, sur ces sujets, c'est Saint François, voilà, Sainte-Claire qui attire évidemment énormément de monde. Et donc, s'ils attirent du monde, c'est parce qu'ils sont considérés comme des saints et qu'ils sont considérés comme exemplaires. Et oui, et du coup, ils vont avoir un double effet sur le monde monastique. D'abord, c'est qu'ils sortent, ils ne sont plus dans leur désert, ils ne sont plus dans leur chartreuse, ils ne sont plus perdus, ils sont au cœur du monde. Ils sont de la ville. Ils sont en ville. Voilà. Oui. Donc du coup, ça donne un autre regard quand même que l'abbaye qui est au loin, etc. Et puis, deuxièmement, ils vont eux-mêmes avoir une règle de vie qui met en évidence quelque chose qui avait un petit peu échappé, c'est si les moines sont individuellement pauvres, les ordres sont riches, et tous ces mendiants vont poser la question de l'utilité sociale des autres ordres. Ils ne la posent pas en tant que telle, Saint François ne leur pose pas. Mais vous voyez, leur style de vie va amener à se demander si avoir des tas de gens qui vivent uniquement en priant, est-ce que c'est vraiment utile à la société ? Et ça, on va le retrouver non pas obligatoirement dans les ordres mendiants, mais dans toutes les hérésies qui vont tourner autour de ça. Des gens comme Savonarola, etc., vont reprocher aux moines en disant « mais vous avez des richesses, ces richesses, ce sont elles-mêmes une trahison de votre idéal. » Venons-en à la dévotio moderna. Elle est très importante parce que, alors d'abord, si vous pouviez la définir pour nos téléspectateurs, cette dévotio moderna, elle bouleverse la pratique et la façon dont on peut concevoir son salut. Vous me proposez un beau challenge. Alors, en essayant de faire très très court, et donc de manière un peu caricaturale, je pense qu'on peut résumer la dévotion moderna de deux manières. La première chose, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer, maintenant il faut savoir. Il faut intégrer des choses en soi. Et la deuxième chose, c'est que l'individu va devenir responsable de son salut. Et que cette responsabilité, il s'agit de la vivre au quotidien. Il ne s'agit pas, si je caricature, le dimanche, d'aller à la messe, d'être pieux à la messe et de faire n'importe quoi. Et il y a un ouvrage fondamental de la dévotion moderna qui dit tout, l'imitation de Jésus-Christ. On peut aller sur ce chemin. Et du coup, à nouveau, là, on va rencontrer les moines. Est-ce que les moines sont les avant-coureurs de ça ? Est-ce qu'ils ne mènent pas cette vie jusque-là ? Mais on peut aussi utiliser la dévotion moderna pour critiquer les moines, puisque finalement la dévotion moderna, elle explique et elle développe les devoirs d'État. Donc là où je suis dans le monde, je peux faire ma sainteté. Et est-ce que les moines, en se retirant du monde, ne trahissent pas ? Et la dévotion moderna qui, on va simplifier, qui va s'épanouir à partir du XVe siècle, ça va être un tournant fondamental pour la société, mais aussi pour ses moines. La dévotion moderna vient des Pays-Bas, de Groot, et Ignace de Loyola est un des représentants de cette dévotion moderna. Alors, je ne pense pas qu'au cours de l'époque moderne, les gens ont tellement utilisé l'expression de dévotion moderna. C'est vraiment quelque chose que nous, on utilise, etc. Mais l'imitation de Jésus-Christ, qui est le livrage fondamental, on est incapable de vous donner le nombre d'éditions, même d'éditions du livre. C'est le best-seller. C'est il faut oser le mot, des millions d'exemplaires qui vont se diffuser entre le XVe siècle et jusqu'à nos jours.
Ça façonne fondamentalement l'Occident. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de religieux qui vont s'emparer de ces idées et les développer, mais les tourner vers ce qu'on appelle les devoirs d'État. Vous allez avoir toute l'école qui est liée à François de Sales. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres personnes, mais alors on ne les prend pas dans les moines parce que ce ne sont pas des moines, qui estiment que l'engagement religieux doit se faire en dehors du cadre monastique. C'est les jésuites, par exemple, c'est les ursulines, pour aller au-devant de la société, pour faire de l'enseignement, faire de l'évangélisation, s'occuper d'hôpitaux, etc., etc. Il y a donc une notion d'utilité qui rentre en jeu. Effectivement, alors la question de l'utilité, elle va irriguer toutes les problématiques religieuses du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et sans doute encore bien au-delà. C'est une question qui naît, il y a toute une pensée réformatrice au XIVe, XVe siècle, à la fois dans l'Église et aussi en dehors d'elle. Au départ, Luther, il est dans l'Église. Il n'est pas du tout, il se voit pas comme schismatique. Il vient juste alimenter un débat qui existait avant lui et qui continue après lui. La force de frappe de Luther, elle tient à son utilisation de l'imprimé. Ça, c'est très clair. Ça n'aurait pas marché comme ça a marché s'il n'avait pas pu justement utiliser le livre. Donc l'action de l'utilité, elle se pose à 15e, début du XVIe siècle de manière très importante. Et puis ensuite, elle va ressurgir en permanence. Effectivement, c'est ce que disait Philippe. Il y a une forme de piété domestique où on peut vivre saintement chez soi, en couple, dans sa vie conjugale, avec ses enfants, sa domesticité, où qu'on soit. On peut être boutiquier, on peut être artisan, on peut être négociant, et vivre tout à fait saintement. Et ça, l'Église l'admet d'ailleurs très bien, notamment à partir du XVIIe siècle. Et puis, oui. Ouais, et du coup, mais là c'est juste pour te renvoyer la balle, et du coup, la dévotion moderne va faire que beaucoup de fidèles veulent imiter les religieux. Les religieux organisent leur temps sous forme d'heures, et les fidèles, et Fabienne est une spécialiste des livres d'heures, justement. Effectivement, l'idée de scander sa journée avec des offices est récupérée par les laïcs, on est au XIVe siècle, et on va prier chez soi, dans son petit oratoire domestique, seul ou en famille, en copiant l'office canonial, le grand office, simplement il est très simplifié, il est surtout orienté vers la dévotion mariale. Mais ceci dit, c'est clairement une imitation, une décantation de la vie monastique pratiquée chez soi, en couple ou individuellement. Donc pour en revenir à la question de l'utilité, c'est un des nœuds, c'est pas le seul, mais c'est un des nœuds de l'antimonachisme. C'est-à-dire finalement, un moine, ça sert à quoi ? Alors, est-ce que sa prière, comme on l'a souvent dit, il y a ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui se battent, est-ce que la prière va vraiment apporter quelque chose à la société ? Est-ce que ça va vraiment faire un salut collectif que de s'isoler pour prier ? Ça n'est plus tout à fait acquis à l'époque moderne, donc il faut imaginer une autre utilité. Alors, il y a une dimension charitable. Ils peuvent donc argumenter avec leur action charitable, éventuellement éducative pour certains d'entre eux, mais ça va arriver tardivement finalement dans le XVIIe siècle. Donc la question de l'utilité va vraiment obliger les moines à repenser finalement ce qu'ils sont à partir du XVIIe siècle. On est plutôt dans la réforme catholique. Mais il y a vraiment tout ce XVIe siècle où les critiques sont là, et puis il faut trouver des réponses, et elles ne s'imposent pas forcément. Alors, dans ce XVIe siècle, parce que vous évoquiez Luther c'est un moine. C'est un augustin. Les premiers réformateurs sont des moines. Luther est un moine, et son épouse vient aussi du monde monastique. Et donc, la critique, elle ne venait pas simplement de l'extérieur, ce que vous évoquiez tout à l'heure, du fait qu'il y ait un faux semblant, l'habit ne fait pas le moine, elle vient aussi du fait, elle vient de l'intérieur même de l'institution. Ce qui fait que tout au long de l'époque moderne, vous allez avoir dans très nombreuses familles religieuses des réformés et des déformés. C'est-à-dire que certains vont dire il faut qu'on évolue, et d'autres non, il ne faut pas qu'on évolue. Et tout au long de l'époque, vous allez avoir à l'intérieur même de toutes les maisons, etc., vous allez avoir des tensions pour savoir si on doit évoluer ou si on ne doit pas évoluer. On a une bibliothèque, très bien. Cette bibliothèque, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Elle est pour nous ou est-ce qu'on doit l'ouvrir au public ? On fait de la charité, c'est bien, mais est-ce que cette charité implique qu'on aille au-devant des gens ou on attend qu'ils viennent ?
Et donc là, on a des questions fondamentales qui fait que le contre les moines qu'on a fait, une partie, peut-être le tiers des textes, Fabienne, ou quelque chose comme ça, ce sont des gens qui se critiquent eux-mêmes. L'antimonachisme est né dans le monachisme. On disait tout à l'heure que la société pouvait être parfois un peu révulsée par certaines pratiques, ça c'est tout à fait vrai, dès l'Antiquité, mais il y a vraiment un antimonachisme qui existe à l'intérieur du monachisme, à l'égard de lecture finalement de la règle. On n'a pas encore beaucoup parlé de la règle, mais c'est vraiment, elle se prête à tellement d'interprétations. Il y a des radicalisés, si j'ose employer le mot, qui vont vous faire une lecture très littérale, très exigeante de la règle, d'autres qui vont être plus dans le compromis, dans la concession, dans l'arrangement. Et il y a un antimonachisme qui se joue dans cette tension-là, dans ces lectures de la règle. Ça, c'est très net. Alors, ça se voit à Cluny, ça se voit dans toute la galaxie bénédictine qui suit la règle de Saint-Benoît. Chez les franciscains, n'en parlons pas. Et toutes ces ramifications sont innombrables. Dès le XIIIe siècle, 20 ans après la mort de Saint François, plus personne n'est d'accord sur la manière dont il faut lire la règle. Et à partir de là, on va avoir des franciscains qui vont se critiquer entre eux avec, des arguments qui sont ceux qu'on va retrouver dans l'antimonachisme en général. On a fait une émission, je ne me souviens plus, je vous prie de m'en excuser, avec deux invités sur l'idée suivante: est-ce que les réformes de l'Église commencent dans les monastères? J'allais dire, on y est, c'est-à-dire que le monde monastique se réforme parce qu'il se remet en cause face à la fois aux critiques qu'il peut y avoir en interne, mais face aux critiques qu'il peut y avoir en externe. Oui, et du coup, les moines vont favoriser ce mouvement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un milieu dans lequel ils ont le temps de réfléchir. Et je pense que la manière de vivre des moines va favoriser justement, alors au mieux, l'étude, on va avoir des écrivains, on va avoir des historiens, on va avoir des géographes, des scientifiques, etc. etc. Mais ça implique une réflexion. Et alors je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais cette réflexion dans des groupes d'hommes ou de femmes qui sont relativement fermés ne peut favoriser alors soit que l'éclatement, soit au contraire l'émulation. Mais on parlait il y a un instant de l'épouse de Luther. Quand l'épouse de Luther quitte sa maison, elles sont de très nombreuses religieuses à quitter leur maison. Dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, on a des couvents entiers qui passent à la réforme, qui ferment. Et du coup, quand ils ferment, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire des biens ? Et les biens, on va les attribuer aux pauvres, etc., etc. Et du coup, en ce XVIe siècle, on va trouver des courants, Fabienne parlait de radicalisés, des gens qui vont être, radicalisés, en dehors du monachisme, et qui disent déjà, supprimons tous les couvents et donnons leur argent pour aider les pauvres. Et c'est une critique qu'on va retrouver au XVIIIe siècle. Finalement, vous voyez, tout au long de cette histoire, on va retrouver des critiques internes, des critiques externes, c'est toujours les mêmes arguments qui tournent, toujours. Mais quand même, ça fait presque 20 siècles, ça fait 17 siècles, que l'institution, elle fonctionne, tout en continuant à évoluer. La règle, vous évoquiez la règle tout à l'heure, parce qu'au fond, il y a deux visions. Il y a la vision stéréotypée du gros moine, gourmand, lubrique, etc., beau parleur, bref, qui est un stéréotype, qui est une vision populaire, mais on sent à vous écouter qu'il y a aussi comme une critique justifiée de cette nécessité de réforme, et cette nécessité de réforme est liée profondément, intrinsèquement à la règle et à la façon de vivre sa foi au sein du monastère. Alors, l'ordre, fait référence à une constitution, c'est-à-dire à une forme de, comment dirais-je, c'est pas un État dans l'État, mais c'est vraiment une sorte d'entité qui existe avec son économie, avec son gouvernement, avec ses instances de décision, le chapitre, le discrétoire par exemple. C'est vraiment une entité qui fonctionne toute seule. Qui pourrait très bien se passer de l'État, du reste. Donc, ça, c'est déjà, si vous voulez, un point important parce que toutes les critiques, on vient de le dire, elles sont un peu tout le temps les mêmes au fil des siècles, mais elles peuvent prendre un sens différent quand on les pose dans ce contexte-là. Parce que du coup, si on suit son abbé,
par exemple, les décisions de son abbé, est-ce qu'on peut aussi suivre les décisions de son roi ? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit, finalement, de pouvoir, d'autorité s'il y a une contradiction entre le roi et l'abbé, finalement, on doit suivre qui ? En général, ce sera l'abbé. Et du coup, est-ce que ces gens-là sont des bons citoyens ? Citoyens, peut-être pas le bon mot pour les périodes. C'est pareil pour l'économie. Est-ce qu'on peut capter des domaines fonciers gigantesques ? Alors on sait qu'il y a eu plein de réformes agronomiques qui ont été expérimentées d'abord lors de Cîteaux, par exemple. Ils ont fait énormément au XVIIIe siècle pour renouveler l'agriculture. Mais est-ce que c'est conforme à la vision qui est celle des économistes, des physiocrates, par exemple ? Et si elle n'est pas conforme, qui a raison ? Et finalement, est-ce que les moines ne se mettent pas un peu en marge, mais d'une manière dangereuse, finalement ? Puisqu'ils échappent au pouvoir séculier, au pouvoir central, au pouvoir royal. Et ça, c'est vraiment un point de critique qui émerge au XVIIe siècle, qu'on va retrouver alors à Liège, qu'on va retrouver dans l'Empire, qu'on va retrouver en France, qu'on va retrouver aussi en Italie, dans les différents États, les principautés italiennes. Cette critique-là, c'est même pas qu'on soit bon ou qu'on soit un mauvais moine, si vous voulez. C'est même plus la question de savoir ce qu'ils mangent ou ce qu'ils font de leur journée. C'est juste que la notion d'ordo est contraire aux logiques de sécularisation qui poussent au long de l'époque moderne. Et du coup, les maisons religieuses vont devenir des enjeux politiques. Par exemple, l'Alsace, au XVIIe siècle, passe à la France. Une grande partie passe à la France. Qu'est-ce qu'on fait des moines ? Est-ce que les moines doivent être des Français ou des Allemands ? En simplifiant, pour prendre les noms des pays actuels. Il va y avoir toute une législation française en disant on doit privilégier les postes de moines en Alsace à des gens qui viennent de France. Donc vous voyez comment on a cet investissement. Et du coup, autour de ce que dit Fabienne, qui doit réformer les moines ? S'il doit y avoir une réforme, qui doit décider ? Est-ce que c'est les maisons chacune ? Alors là, on serait dans une espèce de décentralisation. Est-ce que c'est la tête de l'ordre ? Mais alors, où est la tête de l'ordre ? Où est la tête de l'ordre à Cîteaux ? Et on voit des maisons religieuses qui se battent entre elles. Ou est-ce que c'est les États qui doivent réformer ? Et là, on va avoir, surtout au XVIIIe siècle, des tas de tentatives des États de dire « c'est à nous de reprendre le contrôle ». C'est à nous de reprendre le contrôle sur votre recrutement, sur ce que deviennent vos biens, sur la manière de faire les choses, etc., etc. Et on a de manière épique des procès de gens qui sont en bisbille avec leur abbé et qui finalement portent plainte devant le roi. Et les tribunaux royaux sont ravis parce qu'enfin, ils vont pouvoir rentrer dans les maisons religieuses. Alors, Fabienne Andriot, vous disiez que, effectivement, les moines échappent au pouvoir, et il y a un pouvoir que nous n'avons pas évoqué, c'est le pouvoir des évêques. Les moines dépendent directement de la papauté. Est-ce que la papauté, est-ce que les papes ne sont pas les meilleurs défenseurs des moines ? Alors, les papes vont effectivement interférer dans ces questions de réforme ou d'approbation de nouveaux ordres, d'expansion monastique. Au Moyen-Âge, à l'époque moderne, ça c'est très net. Et effectivement, en passant par-dessus le pouvoir séculier, ce qui va provoquer une foule de malentendus, de difficultés, de discussions. On le voit par exemple, alors c'est une querelle qui naît au Moyen-Âge, mais qui va ensuite infuser à nouveau tout au long, notamment au XVIIe siècle, c'est la question de savoir si les ordres mendiants peuvent occuper des charges qui ne sont pas celles de la prédication et de l'administration des sacrements, à laquelle ils sont un principe dévoués. Dès le XIIIe siècle, on voit des franciscains, des dominicains, des carmes qui prennent des grades universitaires, qui deviennent évêques, voire papes d'ailleurs, on en a plusieurs dès le Moyen-Âge. Et les séculiers vont dire, mais attendez, ils doivent être dans leur couvent, ils doivent juste prêcher, faire la quête, l'aumône, etc. Et ils ne sont pas censés, au nom de leur pauvreté, ils n'ont rien à faire dans l'appareil ecclésiastique. Les franciscains, évidemment, se défendent leur position. Et les papes vont prendre parti pour les ordres mendiants, pour les religieux mendiants, contre les séculiers. Quelque chose qui est très, très mal vécu par les séculiers, du coup. Et qu'on va retrouver au XVIIe siècle, qui est une querelle qui est réactivée, parce qu'à nouveau, on a une poussée des mendiants, qui sont très nombreux, et puis il y a
plein de nouvelles ramifications qui sont apparues, donc ils sont vraiment très nombreux, et qui deviennent évêques, qui éventuellement occupent des places importantes dans l'Église. Et donc cette querelle est réactivée, et puis aussi, pendant qu'ils quêtent, pendant qu'ils prêchent, ils obtiennent des revenus qui ne sont plus destinés aux curés. Donc il y a aussi un aspect financier qui est très important. Donc on a cette querelle qui va opposer les curés d'un côté, les curés de paroisse, et les ordres religieux. C'est aussi un moteur d'anti-monachisme qui est très virulent et qui reste donc vraiment au sein de l'Église, évidemment. Un curé n'est pas anticlérical par définition, mais vont s'en prendre aux religieux qui, quelque part, marchent sur leur plate-bande en s'installant dans les chaires, en prenant le pouvoir aussi dans les bureaux épiscopaux, par exemple. Et donc on se retrouve dans ce conflit qui est aussi un conflit politique. D'une part, le gallicanisme ou l'anglicanisme, on viendra après sur l'anglicanisme, mais le gallicanisme, d'un côté les évêques et de l'autre côté les moines ultramontains tournés vers la papauté. Voilà, alors bon, à l'intérieur des ordres religieux, vous pouvez avoir des gallicans. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir une opposition, comme vous le décrivez, entre des évêques et les moines, mais à l'intérieur même des familles religieuses, des gens qui vont être gallicans. Et la querelle va faire éclater un certain nombre de maisons religieuses, etc. Puis vous avez, alors c'est guéguerre, puis vous avez aussi les fidèles, la société, et à un moment, en particulier dans les villes, la société dit « stop, il faut arrêter, parce qu'il y a trop d'emprise monastique ». Parce que Fabienne décrit bien justement les mendiants s'installant et tout partout, ça veut dire des bâtiments, ça veut dire donc du coup dans la ville les loyers qui augmentent, etc. Et on voit non pas une opposition à la vie monastique, mais un frein à la vie monastique dans un certain nombre d'endroits pour pas que ça perturbe trop la société. Ce qui fait que c'est une histoire mouvementée en permanence. Effectivement, on parle beaucoup de l'invasion conventuelle du XVIIe siècle, où des clochers poussent dans les villes, avec plein de couvents, chaque ordre essayant de poser un peu ses pions sur toute la carte du royaume de France, mais c'est pareil ailleurs. Mais on a moins la perception d'un phénomène qui, par définition, n'est pas très visible, c'est les refus d'implantation. Ils sont très nombreux, ce sont les administrations municipales, ce sont les édiles, qui refusent de donner les autorisations pour l'installation de communautés religieuses. Évidemment, ce n'est pas du tout ni de l'antimonachisme, ni de l'anticléricalisme. C'est tout simplement qu'il y a une pression foncière, puis il y a une pression économique. Les mendiants vivent de l'aumône. Donc ils vont sonner chez les gens avec leur besace et ils demandent des ressources alimentaires. Et alors la quête va donner lieu à un nombre ahurissant de caricatures. Mais le premier problème, c'est tout simplement qu'à un moment donné, les gens ne peuvent plus donner ce qu'ils n'ont plus, quoi. Mais d'un autre côté, toutes ces critiques disent une autre chose, c'est la force de cet idéal. Parce que si les moines veulent s'installer dans plein d'endroits, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à financer des bâtiments, etc., etc. Donc à la fois, vous avez une critique interne, une critique externe, et puis vous avez une vitalité de la foi vis-à-vis de ces maisons religieuses. Bien sûr. Il faut se rendre compte que dans les villes, entre 15 et 20% des gens ne se font pas enterrer dans les cimetières, ne se font pas enterrer dans leurs paroisses, mais chez des religieux, dans les églises conventuelles. Et il faut voir aussi, je pensais aux fondations de Metz, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Elles diminuent ensuite, mais les gens donnent de l'argent, compris pour leur famille, etc. Et ça, c'est vraiment un symptôme très net de l'attachement de la population aux couvents et aux abbayes. L'idée que les gens vont à la messe dans leur paroisse le dimanche, c'est quelque chose d'assez récent. Et tout au long de l'époque moderne, il a fallu que le clergé séculier lutte en disant aux gens « Non, n'allez pas à la messe chez les moines. N'allez pas vous faire atterrer chez les moines. » Est-ce que le moment Henri VIII est un moment d'exception ? On comprend bien que depuis les origines, il y a une critique du monde monastique, soit interne, externe. Voilà, il y a ces stéréotypes que nous évoquions tout à l'heure. Mais on a l'impression que les temps modernes ont inventé, et les temps contemporains ont inventé la programmation de la fin des moines. Henri VIII est une exception ou pas ? Je ne sais pas si on peut parler d'une programmation. Je crois qu'il y a... là, il faut peut-être... C'est violent en Angleterre, enfin. C'est très, très violent. Oui, c'est très, très violent. C'est très violent, mais je ne sais pas s'il y a une... Enfin, je pense qu'il y a plus un discours qui est un discours économique et politique, plus qu'une critique fondamentale du mode de vie monastique.
Parce que fermer, alors d'abord on commence par fermer les, je cite, petits couvents, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et de saisir leurs biens. Et ça, c'est quand même l'élément qui est l'élément fondamental. Puis après, il va y avoir un élément politique, c'est que plus l'Angleterre va se séparer du catholicisme, plus à ce moment-là, les moines pourraient apparaître comme des sbires secrets, voilà, des agents et tout. Donc du coup, il va y avoir disparition quasiment des éléments monastiques tels qu'on les connaît en Angleterre. Mais c'est valable en Angleterre, c'est valable en Suède, c'est valable dans un certain nombre d'autres pays au moment de la naissance de la Réforme. Oui, parce que l'Angleterre, on a une image de... Voilà, il y avait les monastères étaient absolument florissants et Henri VIII, il y a un véritable coup d'arrêt et une destruction systématique du monde monastique. Effectivement, c'est complètement inédit. Et en ce sens-là, vous avez raison, ça fait rupture. Je crois surtout que ça va, pas de manière immédiate, à part dans le monde luthérien, mais ça va surtout ouvrir la voie, après coup, à une réflexion sur la possible sécularisation du clergé. C'est pas d'actualité ensuite, notamment au XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, à partir de Joseph II, puis ce qui va se passer, la commission des réguliers en France, puis la Révolution, sans forcément faire référence à ce qui s'est passé en Angleterre, on voit que ça a ouvert une brèche dans la possibilité de nationaliser les biens, de gérer autrement les communautés, de les affilier à des institutions gérées par des ministères, par exemple, ou par des commissions politiques. Qu'est-ce qu'on va faire de leurs biens ? Donc on voit bien que ça s'est fait dans la pagaille la plus complète en Angleterre. Mais à partir de ces précédents-là, eh bien, on a vraiment une réflexion qui va s'affiner au XVIIIe siècle. Et surtout une réflexion qui va porter avec cette Angleterre sur l'ensemble du monachisme. Parce que le fait de fermer des maisons religieuses, de saisir leurs biens, c'est des choses qu'on a déjà fait. Bon, les Templiers, on n'est pas réellement dans le monde monastique, on est d'accord. Mais les Templiers, le roi de France a bien saisi leurs biens. Mais là, avec l'Angleterre, c'est l'idée de tout. On va tout prendre. On ne va pas faire de sélection entre des bons, des gentils, des utiles, etc. On va tous les prendre. Et le XVIIIe siècle va en effet, non pas, je crois, dans les États, non pas avoir l'idée de tout supprimer, mais de dire qu'est-ce qui est utile ou pas. De rationaliser. De rationaliser. C'est la particularité du siècle des Lumières d'accentuer sur cette idée d'utilitarisme. Complètement. C'est très net, effectivement. Très, très net. D'ailleurs, en soi, le pouvoir central, dans toute l'Europe, entend prendre appui sur le monachisme pour tout ce qui relève des hôpitaux, par exemple, du soin, de l'éducation, parce que c'est eux qui font et c'est eux qui savent faire. Il n'y a pas vraiment d'institutions concurrentes. Donc il n'est pas du tout question de s'en débarrasser, au contraire, mais d'encourager et de ne conserver que ce qui sert un projet social plus global. Et pour les autres, eh bien, soit ils rejoignent ce projet social, soit ils disparaissent. L'idée, c'est quand même qu'il y a dans le monde religieux des séculiers et des réguliers. Et je pense que le XVIIIe siècle, on pourrait presque traduire en disant c'est une victoire de l'idéal des séculiers par rapport aux réguliers. C'est la mort de l'idéal qui était né dans les déserts au IVe siècle de notre ère. Et toutes les réformes dont on parle, que ce soit la commission des réguliers en France, les réformes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie, les réformes dans l'Empire, Joseph II, etc., ce n'est pas une volonté de faire disparaître tous les moines, pas du tout. Mais ceux qui ne se contentent de prier n'apparaissent plus comme utiles. Donc eux, oui, on pourrait prendre leurs biens. À vous entendre, on ne peut pas parler d'une cohérence doctrinale de l'antimonachisme. Au fond, à travers les siècles, les motifs sont différents, les visions sont différentes. Exactement. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas une idée comme ça qui serait de détruire les moines. En réalité, la critique contre les moines, elle vient de plein de choses différentes. Il y a des radicaux, au sens définitif. Au XVIIIe siècle, quelqu'un comme Dolbar, le baron Dolbar, qui est un des rares athées du XVIIIe siècle, lui, il faut tout supprimer. Puis vous avez des critiques qui sont plus sociales, politiques, etc. Avec toujours quand même, je crois, une espèce d'incompréhension. Pourquoi des hommes et des femmes décident jeunes de prendre un engagement
et de se vouer à cet engagement, si possible, jusqu'à la fin de leur vie. Mais la critique, elle est en effet extrêmement diverse. Elle est extrêmement diverse, mais en même temps, elle montre la force de ce modèle de vie, de cet idéal, puisque le monde monastique subit des critiques, et hop là, il se transforme, et il continue, et il s'adapte. Effectivement, il n'y a pas d'unité doctrinale, comme vous l'avez suggéré. Les arguments, ils sont constants tout au long des siècles. Puis il y a des moments où il y a une cristallisation, et parfois il va y avoir une collusion, il va y avoir convergence d'enjeux qui en soi sont complètement séparés les uns des autres, mais qui vont se retrouver, va mettre un peu finalement tout le monde d'accord. Les moines vont mettre tout le monde d'accord contre eux. À la fin de l'Ancien Régime en France, on retrouve tous les niveaux d'antimonachisme. Ceux qui sont pour les moines utiles et contre les moines inutiles, ceux qui pensent que les moines, grand bien leur fasse, mais qu'au moins peut-être fiscalement ils pourraient participer un peu plus, comme Mirabeau par exemple, qui n'aime pas les moines, mais il écrit, puisqu'il faut qu'il y en ait, qu'au moins ils payent des impôts un peu plus importants. On a ceux qui sont totalement contre, qui veulent les éliminer définitivement, les éradiquer presque. On retrouve tous les niveaux de discours, mais dans une décennie où finalement la convergence va provoquer la disparition, momentanée d'ailleurs, du monachisme. Je voudrais terminer par, il reste 5 minutes, 5-6 minutes, sur le 19e siècle. Est-ce qu'on voit finalement au fond une renaissance du monde monastique au 19e siècle ? Oui, alors d'abord, effectivement, les moines sont pas forcément invités à revenir, mais en tout cas, le contexte redevient favorable au début du XIXe siècle, et on voit les communautés se reconstituer, soit dans les lieux où ils se trouvaient déjà, soit ailleurs. Il y a plein de nouveaux ordres religieux, notamment féminins. Il y a une quantité ahurissante de nouveaux ordres qui sont fondés au XIXe siècle. Il y a une régénération aussi de toute une spiritualité de l'Ancien Régime, notamment du XVIIe siècle. Il y a une très forte continuité spirituelle entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et notamment, alors je pense au Carmel, différents ordres qui vont chercher finalement dans leurs racines d'Ancien Régime de quoi se reconstituer au XIXe siècle. Et face à ce monachisme qui renaît, il y a à nouveau l'antimonachisme qui revient à la charge avec, ça va de l'antimonachisme un peu d'opérette, comme Alphonse Daudet, puis le révérend Père Gaucher, ces personnages qui sont rigolos, qui sont mignons d'une certaine manière, et puis un antimonachisme beaucoup plus sévère, beaucoup plus ferme. Mais en même temps, le nouveau monachisme va à nouveau donner des leçons à la société et des leçons à l'Église. Don Guéranger va reposer la question de la liturgie, et à partir de son couvent, on va commencer à raisonner, on va arriver à Vatican I et à Vatican II, on va modifier la messe, c'est chez les moines. En Espagne, autour d'un certain nombre de couvents, va naître ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie sociale. Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres modes de production ? Est-ce que les ouvriers ne peuvent pas participer un peu aux bénéfices, etc. Donc une fois de plus, les moines renaissent, une fois de plus, ils sont critiqués, et une fois de plus, ils lancent des idées qui seront reprises par la société plus tard. Le monde monastique du 19e siècle est plus social parce qu'il veut se montrer plus utile ? Il est d'abord plus féminin. Il est plus féminin. Beaucoup plus féminin. Il est beaucoup plus décentralisé. Avec, comme l'a dit Fabienne, je ne saurais même pas compter combien il y a de branches qui se créent et tout, ce qui est tout à fait représentatif et tout. Plus social, pas obligatoirement. Il y a quand même un renouveau bénédictin, et un renouveau bénédictin qui va retourner à l'étude, etc. Il y a un renouveau des chartreux. Voilà. Et ce sont des ordres, pas dire qu'ils aient une implication sociale énorme. Puis il y a des ordres, en effet, très sociaux. On doit avoir des ordres aussi missionnaires. Autrement dit, c'est à nouveau, comme au XIIIe siècle, des gens qui sont dans un temps particulier et donc qui, dans ce temps, peuvent faire des études, peuvent faire des recherches, peuvent prier, etc. Et puis d'autres qui ont une règle qui leur permet, en tout cas le pense-t-il, d'être efficaces dans la société. Les règles se réforment beaucoup au XIXe siècle ? Ou au fond, c'est l'idée de réforme, c'est une phrase que j'utilise très souvent dans les émissions de Risque de l'Histoire, réformer, reformer la pureté des origines, retrouver la règle augustinienne, la règle bénédictine. Je ne sais pas si je saurais pas dire s'il y a plus ou s'il y a des nouvelles réformes au XIXe siècle, je ne suis pas compétente là-dessus.
Mais ce qui est certain, oui, c'est qu'il y a à nouveau l'idée d'un retour à un idéal originel. Et effectivement, une simplification, là où on avait 6 ou 7 branches franciscaines masculines, différentes à la fin du XVIIIe siècle, on n'en aura plus que 2 ou 3 au XIXe siècle. Voilà. Un dernier mot ? Je pense que les moines, c'est à la fois un exutoire pour la société et un idéal pour la société. Parce que là, on est resté dans le monde chrétien, etc., mais des modes de vie monastiques ou paramonastiques ou proches du monastisme, ben, ça existe dans une foule de religions, dans d'autres cultures, avec exactement les mêmes problèmes. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. Donc, Contre les moines, Fabienne Henriot et Philippe Martin, donc un ouvrage que vous avez co-dirigé et qui reprend toute une série, il s'agit d'une anthologie de textes, ni plus ni moins, contre les moines, avec à chaque fois une présentation d'un spécialiste afin de contextualiser précisément chaque extrait. Et Philippe Martin, alors c'est paru aux éditions du Cerf, et Philippe Martin, ce classique, le théâtre divin, une histoire de la messe du XVIe au XXe siècle, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission. Nous avons parlé d'Henri VIII, j'ai reçu Cédric Michon sur ce plateau. Vous pouvez écouter cette émission. Nous avons également parlé de l'idée de réforme. Est-ce que cette idée de réforme provient des monastères ? Il y a également l'émission qui est disponible sur kto.tv.com, donc n'hésitez pas à rechercher dans nos archives ces émissions. Et puis pour tous les amoureux de l'histoire, si vous voulez aller plus loin, au-delà de l'histoire de l'Église, rendez-vous chez notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission d'Au risque de l'histoire.